Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Michel Baillet. Bonjour Jean-Michel Baillet. Bonjour. Vous êtes ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales. Jean-Michel Baillet, la loi travail El Khomri arrive à l'Assemblée nationale. C'est une loi emblématique, la dernière grande loi du quinquennat Hollande sans doute. Il y a des gens dans la rue, il y a 5000 amendements. Est-ce que ce n'est pas là que se joue la fin du quinquennat de François Hollande? La fin du quinquennat, elle est dans 12 mois. Mais je ne vois pas en quoi il y aurait un symbole de fin du quinquennat avec cette loi qui est une grande réforme. Nous avions en 2012 dit que nous allions réformer la France, nous y sommes attachés, et la loi El Khomri entre dans ce cadre. Moi, je trouve que Myriam El Khomri, d'abord, a un courage remarquable. C'est une très bonne ministre, déterminée. Elle a su faire évoluer son texte. Nous arrivons dans le débat parlementaire. Il y a 5000 amendements, ce qui est considérable. Donc ce texte va encore bouger et j'espère qu'il sera adopté avec la majorité la plus large parce qu'il est indispensable pour les entreprises et pour les salariés. C'est une loi de progrès pour les salariés. Et c'est une loi de progrès pour les entreprises. On a un peu l'impression quand même qu'il s'agit surtout d'un débat entre la gauche et la gauche. C'est un peu paradoxal, non, quand même, sur une loi travail, puisque les critiques, elles viennent de la rue, Cyril Viguier en parlait, et aussi, évidemment, d'une gauche, y compris à l'intérieur du Parti socialiste. Est-ce que ça, c'est pas compliqué à gérer? Elles viennent de tous bords. Elles viennent du patronat, elles viennent de la droite, et elles viennent effectivement de la gauche et de certains socialistes, mais qui ne sont pas critiques particulièrement sur ce texte, qui, depuis le début du quinquennat, de manière assez incroyable et inattendue, sont critiques sur toute l'action gouvernementale. Le 49.3 est un outil parlementaire prévu par la Constitution, mais on ne peut y recourir qu'en toute dernière extrémité. Il est toujours préférable d'avoir un vote favorable. Ce n'est pas quelque chose que vous excluez. Véronique Jacquier. Non, ce n'est pas à moi de le décider. Je pense quand même qu'avec 5000 amendements, un certain nombre seront adoptés. Ce texte va encore être amélioré, que les points de vue de certains députés seront pris en compte et qu'on arrivera à un vote largement majoritaire. Le Parlement sert à ça. Et qu'ensuite, le Sénat, lui aussi, suivra cette ligne de raison, de sagesse et de modernité. Comment François Hollande peut-il quand même reprendre la main pour 2017 ? Parce que même si on espère que tout va se passer le plus sereinement possible, on voit que là, il y a quand même un climat de tension dans notre pays. Et pas mal de cadeaux ont été faits à l'électorat de gauche. Non, mais il faut dire les choses. Prime pour les enseignants, détaillé aujourd'hui, des mesures pour les jeunes. Est-ce que ça va être suffisant pour préparer la présidentielle? Vos propos démontrent ce que je venais de dire, que ce pays est difficile à réformer, parce que quoi que l'on fasse, on est critiqué. Quand nous avons, en 2012, constaté que le pays était dans une situation très grave sur le plan économique et sur le plan budgétaire, nous avons pris un certain nombre de mesures courageuses pour redresser les finances publiques. On nous a accusés de mener une politique de droite, d'être trop rigoureux, d'être trop sévère. Aujourd'hui, nous considérons que les fonctionnaires, par exemple, qui depuis 2010 n'avaient pas été augmentés, méritent une augmentation. C'est quand même la moindre des choses. Mais je vous le répète, quoi que nous fassions, nous sommes critiqués. Il y a à l'encontre de ce gouvernement un bashing qui est extraordinaire. Nous traçons notre route, nous savons où nous voulons aller, et François Hollande également. Et puis ensuite, il dira lui-même, comme il l'a annoncé à la fin de l'année, ce qu'il compte faire. Le président de la République sortant est toujours le candidat légitime pour l'élection suivante. Pour vous, c'est le champion. Si il en a envie. Bien naturellement. Et puis, regardez, les résultats commencent quand même à être au rendez-vous. Tout le monde s'est moqué de nous quand nous avons dit, vous verrez, ça va aller mieux. Ça va vraiment mieux. Si le président de la République est candidat, je le répète, il sera le candidat légitime. Si le président de la République, pour des raisons qui lui sont personnelles, décidait de renoncer et de ne pas solliciter un second mandat, alors à ce moment-là, il faudra, un peu dans l'urgence, je vous l'accorde, organiser une primaire et les radicaux de gauche seront candidats. Donc vous pourriez être candidat. C'est ce que vous dites un peu ce matin. Ou d'autres. Comme vous êtes plutôt les bons soldats, je parle des radicaux, votre mouvement par rapport à l'exécutif et à François Hollande, ça veut dire que vous allez vous montrer très ferme pour les investitures, pour les prochaines législatives? Nous n'en sommes pas là non plus. Vous ne discutez pas encore avec les socialistes là-dessus? Mais bien naturellement, il faudra des accords électoraux. C'est une tradition. Là aussi, ça démarre dans la difficulté. Et puis, on y arrive toujours. Parce que nous avons intérêt quand même à avoir une majorité solide. Et plus solide que cette fois-ci,
en particulier du côté socialiste. Jean-Michel Baillet, là où ça va pas mieux, c'est fait nuit debout. La préfecture a décidé que c'était terminé à Paris, place de la République. Que va-t-il se passer à Toulouse, place du Capitole, où ils sont réunis? Est-ce que la préfecture va prendre le même type d'arrêté préfectoral? Nuit debout est parti d'un mouvement sympathique qui donnait de l'oxygène à la vie publique, les jeunes qui avaient envie de débattre, sauf que ça a désormais dérapé avec des casseurs qui systématiquement, non seulement brisent les vitrines, brûlent les voitures, mais affrontent les forces de l'ordre. Il est un moment où il faut dire que ça ne peut pas durer, et ce d'autant plus que les riverains sont excédés, que ça finira par un drame. Un mouvement, place du Capitole ailleurs, un mouvement doit un moment cesser et s'arrêter, surtout quand les organisateurs ne sont pas en situation de maîtriser leur manifestation. Moi, je trouve que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, fait un travail tout à fait remarquable parce qu'il le fait avec discernement et que grâce à son sang-froid, on a pu éviter les drames et grâce aussi, il faut bien le dire, au sang-froid de la police, quand même, qui est agressé, qui est attaqué et qui est même vilipendé au travers de certaines affiches. J'ai une deuxième affiche de la CGT qui pose un peu question ce matin. J'espère qu'on la voit à l'écran. Le slogan, c'est « Stop à la répression policière ». C'est une affiche qui vous choque? Elle me choque surtout à cause de la tache de sang. Voilà, on la voit à l'écran d'ailleurs. Il ne faut pas réduire les policiers à cela, ils font un travail tout à fait remarquable et ils maintiennent quand même l'ordre et la sécurité dans notre pays. On doit les en remercier et les en complimenter. Vous êtes ministre de l'Aménagement du Territoire et à 1 an de la présidentielle, on sent quand même toujours une grande fracture entre les grandes métropoles et les campagnes qui se sentent abandonnées. Qu'est-ce qui manque et qui pourrait rassurer les campagnes selon vous? Nous avons fait beaucoup pour la ruralité. Il y a eu 2 comités interministériels de ruralité l'année dernière. Je vous annonce que nous allons en tenir un 3e le 20 mai, où, au-delà des 67 mesures déjà annoncées, et qui sont très efficaces, comme les maisons de service au public, qui, pour la première fois, il y en aura 1000 à la fin de l'année, ramènent le service public dans la zone rurale. C'était une grande demande, mais jamais rien n'avait été fait. Il faut aller plus loin sur le développement numérique et sur la téléphonie mobile. La fin des zones blanches, ce serait pour quand? Vous avez une date? Oui, la fin des zones blanches en 2G, c'est pour la fin de l'année, et en 4G, c'est pour 2022. Au-delà de la ruralité, les collectivités locales souffrent en ce moment, je pense aux départements, mais pas seulement. Vous distribuez, ou en tout cas le gouvernement distribue de l'argent aux enseignants, il y a d'autres catégories. Est-ce que pour les collectivités locales, d'ici la fin du quinquennat, vous allez faire plus qu'un geste? Je pense aux départements qui ont des grosses difficultés, avec notamment le RSA. Les départements ont demandé que le RSA, qui a été décentralisé en 2004 par Jean-Pierre Raffarin, soit recentralisé sans toucher à ce que l'on appelle les recettes dynamiques, c'est-à-dire les DMTO et la CVAE. Le gouvernement a répondu oui. C'est une mesure, pour répondre à votre question, le gouvernement distribue aux autres, à 700 millions d'euros tout de même. Nous sommes en discussion et j'espère que nous aboutirons à un accord. En tout cas, nous avons tendu la main et nous avons pris la perche, et j'ai envie de dire, que nous tendait les départements, puisque nous avons dit oui exactement à ce qu'ils souhaitaient. Jean-Michel Baillet, dans le choix du nom de la région, de votre région, le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, vous vous êtes prononcé plutôt pour le nom Languedoc, alors que les sondés sont plutôt pour Occitanie. Alors qu'est-ce qui va en advenir? Parce que je crois que c'est le 1er juillet que le nom définitif doit être calé. Historiquement, Toulouse était la capitale du Languedoc et non Montpellier. Les États du Languedoc se réunissaient à Toulouse et le Languedoc, c'était exactement la nouvelle grande région. Donc moi, je me réfère à l'histoire et je me réfère à la réalité. Maintenant, si c'est Occitanie, va pour Occitanie. Mais l'Occitanie était beaucoup plus vaste que la nouvelle région puisque ça allait jusqu'à l'Allier et même dans une partie de l'Italie.